On a donc terminé le cours sur le phénotype à 3 échelles, le phénotype macroscopique qui dépend du phénotype cellulaire, lui-même induit par le phénotype moléculaire. Nous nous demanderons ensuite quels sont les effets des UV sur les cellules, pourquoi on a ces dégâts. On peut dire que le phénotype malade comporte des aspects macroscopiques qui s'expliquent par la modification d'une protéine qui empêche la réparation des dimères de thymine de l'ADN. Maintenant, comment éviter les effets de la maladie? Eh bien, il faut porter une combinaison et donc se protéger d'un agent de l'environnement, les UV, qui est responsable de l'apparition de la maladie. La notion, on limite donc les effets de la maladie en agissant sur des paramètres du milieu, dans ce cas. Ici, c'est la protection des UV. En général, pour une maladie génétique, les modes de vie et le milieu interviennent sur le phénotype et le développement d'une maladie dépend alors de l'interaction complexe entre les deux. Comment intervient le génome dans la maladie? On va s'intéresser donc maintenant aux mutations et on va répondre à la question de tout à l'heure, quels sont les effets des UV sur l'ADN? Eh bien, les UV, vous le voyez ici, entraînent l'appariement de nucléotides à thymine. Ils s'attirent l'un l'autre et du coup, ils ne sont plus face à leurs aux nucléotides complémentaires, c'est-à-dire les adénines. Donc, en grand A, l'origine des mutations, eh bien, ce sont des erreurs de réplication, puisque cette molécule ne va plus être reconnue correctement au cours de la réplication. En effet, vous savez déjà que l'ADN mute spontanément, et ceci donc suite à des erreurs de réplication. Ici, il y a formation donc de dimères de thymine, c'est-à-dire des thymines qui s'accrochent l'une à l'autre. La double hélice est donc déformée et la réplication pose problème. La PCR permet de savoir quelle est la fréquence des mutations. Alors vous devez connaître le principe de la PCR, de ce document 4, page 33 de votre livre. On a une molécule d'ADN, donc 2 brins, que l'on ouvre pour séparer les 2 brins. On place des amorces complémentaires de chacune des molécules. La réplication se faisant dans des sens opposés, on met une amorce à un bout pour une chaîne, une amorce à l'autre bout pour l'autre chaîne. On place dans la culture des nucléotides libres. On ajoute un complexe enzymatique d'ADN polymérase et les nucléotides vont venir s'associer par complémentarité. On répète un grand nombre de fois, on dit n fois les étapes 1 à 3, 1, 2 et 3, et on obtient ce type de résultat. Alors, j'ai repris ici en plus grand. On a donc la molécule telle que l'initiale en 30 000 exemplaires. On a un exemplaire sur lequel on a une mutation ici. T face à A est remplacé par A face à T. Et on a 4 exemplaires où T face à A est remplacé par C face à G. Alors on a répété cette technique de PCR pour différentes espèces qui sont bien connues. La bactérie Escherichia coli qui se promène dans nos intestins et nous veut du bien, ne nous rend pas malade. Sa taille du génome est de 4,6 10 puissance 6 paires de bases. C'est un petit génome. Le taux de mutation est de 1 sur 435, c'est-à-dire il y a une erreur sur 435 réplications. Chez un champignon unicellulaire qui s'appelle Neurospora, avec une taille du génome 10 fois plus grande, on a un taux de mutation très légèrement plus faible.
Chez une levure, donc un champignon unicellulaire, on a un génome qui est un peu intermédiaire entre les deux et on a un taux de mutation de 1 sur 370, donc quelque chose d'intermédiaire. On a donc à peu près toujours la même fréquence de mutation, mais certains agents de l'environnement vont augmenter ce taux de mutation. C'est par exemple le cas des UV. On voit ici une cabine solaire dans le document 3 de la page 35. On a un document qui nous montre la fréquence d'utilisation des cabines. Si elle est supérieure à 12 fois par an et que la durée d'utilisation est supérieure à 12 ans, le risque relatif est multiplié par 2,4. Risque relatif veut dire que aucun risque est représenté par 1. Et donc on a ici des facteurs de multiplication. Si l'utilisation est inférieure à 10 fois par an et que ça se fait pendant moins de 10 ans, on a un risque qui est multiplié par 1,4. De 20 à 30 ans, on a un risque multiplié par 1,2. Ce qui nous amène à la notion, pendant la réplication de l'ADN surviennent des erreurs spontanées et rares, dont la fréquence est augmentée par l'action d'agents mutagènes. L'ADN peut aussi être endommagé en dehors de la réplication. En principe, il y a réparation, bien heureusement, de ces erreurs de réplication, parce qu'une erreur sur 300, ce serait énorme, on muterait en permanence. Alors vous avez ici une molécule d'ADN déformée avec un dimère de thymine qui se trouve ici, et vous avez ici une protéine, une enzyme, qui vient réparer l'ADN. Je vous conseille de faire un schéma à partir de ce document. On a donc l'ADN muté avec des dimères, un ou plusieurs dimères de thymine, et on a ici une enzyme, c'est-à-dire une protéine de réparation de l'ADN. Elle va détecter les anomalies et les corriger. Donc le plus souvent, l'erreur est réparée par des systèmes enzymatiques. Quand elle ne l'est pas, si les modifications n'empêchent pas la survie de la cellule, il apparaît alors une mutation qui sera transmise si la cellule se divise. Quel est maintenant l'impact des mutations? Eh bien, cela va dépendre des cellules touchées par les mutations. Vous avez eu ce document, vous pouvez le coller ici. Alors, il est important de connaître la différence entre les cellules germinales et les cellules somatiques. Ce sont des définitions que vous avez sur le site. Donc les cellules germinales, ce sont les cellules qui sont des gamètes ou qui vont devenir des gamètes. Les cellules somatiques, par contre, ce sont toutes les autres cellules de notre corps. Les cellules de nos doigts, de notre foie, de nos poumons, etc. Alors, on part bien sûr à la base d'un ovule et d'un spermatozoïde pour donner une cellule œuf. Et toutes les cellules du corps vont être formées à partir de cette cellule œuf. On parle donc de lignée germinale pour les cellules qui deviennent gamètes, de lignée somatique pour toutes les autres cellules. L'action des UV se produit sur une cellule de la peau. Donc mutation d'une cellule de peau. Pour ce qui est de la protéine de réparation, on a mutation du gène de réparation de l'ADN qui peut être porté par le spermatozoïde ou par l'ovule. Dans ce cas présent, la mutation va être transmise à la cellule œuf et à toutes les cellules de l'organisme. Donc aucune peut réparer son ADN muté. Par contre ici, l'action des UV touche une cellule de peau, seules les cellules de peau sont touchées. Ce qui nous amène à dire que le xéroderma, c'est une maladie héréditaire dans laquelle une mutation favorise les mutations. La mutation initiale, c'est la mutation du gène de réparation de l'ADN et ça favorise les mutations de la peau puisqu'il n'y a plus correction des anomalies. Il y a non-réparation des anomalies de l'ADN.
Rappel, une mutation, c'est une modification. Vous allez rechercher la définition si vous ne la connaissez plus. Il y a différents types de mutations que vous allez mettre en évidence en TP, des mutations par substitution, par insertion ou par délétion. Vous allez chercher les définitions de chacun de ces termes et ajouter que ces deux types de mutations entraînent le décalage du cadre de lecture, ce qui amène à avoir de nombreux acides aminés différents dans la protéine. C'est ce que vous allez voir dans le TP3 avec Anagène. Merci de votre attention.